The Italians have been moving in towards our lines. If they continue to advance, they are going to run smack into our artillery. Thank you, Corporal. Which I'm sure you all know what is going to happen. Ah, this is it, gentlemen. The game's about to begin. Rommel's on the move. His armoured divisions have been spotted down here. Ah, so he did choose the southern route after all. Things couldn't have been better. Rommel is going to go round Bir Hakeim and continue up this way north, where our 1st Armoured Division is waiting for him with the brand new Grant tanks that he doesn't know about. I think the Jerrys are in for a bit of a surprise. I hope they don't crush the Free French Brigade on their way. Well, Koenig and his boys have been itching for a fight. Now's the chance to show what they're worth. Let's hope they hold. Let's hope that we hold. Comme simples soldats, nous ne savions pas ce que Rommel voulait faire avec ce mouvement de contournement. La marche de contournement a duré 3 jours. On a reçu l'ordre d'attaquer. Nous partons. Quel était votre bataillon? Le 8e bataillon, 132e régiment blindé, division Ariete, la division Fantôme. Le 27, on s'est trouvé face à l'ennemi. Complètement. Moi ici, et toi tu es les gaullistes. Il y avait face au 8e bataillon tout de Gaulle en face. Le 27 au matin, nous avons vu arriver dans mon secteur un régiment de chars italiens. Ils pensaient qu'on s'était préparé à une attaque venant de l'ouest et que de le côté de l'est, on n'avait rien fait. Les Allemands ont bien contourné par le sud Mirachem, et en passant, la division blindée italienne Ariete a eu l'ordre de foutre en l'air Bir-Hakeim. Ils avaient un quart d'heure pour foutre ça en l'air, parce que, évidemment, ça allait les gêner par la suite. Je les ai vus comme au cinéma, enfin. Je les ai vus. Il y avait les canons anti-chars, un mur d'acier, un vrai mur d'acier. Et chaque obus qui arrivait, c'était un char hors d'état. Ils ont résisté avec beaucoup de succès, mais nous les avons parfaitement affrontés. Les chars sont allés jusqu'au bout. Il y en a qui sont entrés dans la position. Il y en a beaucoup qui ont sauté sur les mines. Il y en a qui se sont fait détruire au canon, en particulier les canons du BIM. Alors c'est là que Ben Aïch, le premier obus qu'il a tiré, il n'est pas parti. Alors il a pris un écouvillon, il l'a sorti. Ils en ont mis un autre, le char est arrivé à 30 mètres, ils l'ont foutu en l'air. Et il en a foutu 7 ou 8 comme ça. En avant, en avant. Et pendant qu'il disait d'avancer, un obus est tombé sur la tourelle et a touché le canonnier et le chargeur. Je suis sorti du char pour voir mon lieutenant. Il y avait 2 morts, Secchiaroli, le fameux Secchiaroli, et le chargeur. Moi, j'avais 3 blessés à bord. Ils perdaient du sang partout. Les pauvres Italiens, ils ont laissé des plumes là. En l'espace de 3h30, ils ont perdu 32 chars. Il faut dire que les chars italiens, contre des 75, ça pesait pas lourd. Je voudrais dire un mot là-dessus, c'est que c'était les troupes italiennes, on a toujours tendance un peu à sourire, ça.
Ces hommes ont été très courageux. Ils servaient une cause à laquelle ils ne croyaient pas. Ils avaient des chefs qui n'étaient pas à la hauteur de la situation, dans leur état-major. Ils étaient mal armés, mais ils étaient d'un grand courage. Il y a un colonel, comment il s'appelait, Persimone, qui a changé trois fois de char, et puis qui, à un moment, s'est aperçu qu'il avait devant lui, à 50 mètres, un canon de 75, et à 30 mètres à gauche, un canon de 47. Alors, il commençait à vouloir sortir de son char. Une rafale de mitraillette lui a retiré un doigt, et puis après, il agitait un mouchoir blanc avant de sortir. Tu sais comment est tombé Presti Simone? Tu as bien fait de demander ça. Presti Simone était le commandant du bataillon. Il était de Rome. Son char a été touché. Alors, il en a pris un autre. Et voilà qu'il est touché à nouveau. Presti Simone sort en feu. C'est les gaullistes qui l'ont éteint. Tu sais comment? Il tapait sur ses jambes car sa combinaison prenait feu. Et puis, l'homme a disparu. Je vois arriver un lieutenant-colonel italien qui portait la Légion d'honneur et la Croix de guerre de 14-18 et qui parle français parfaitement et qui me dit quand j'ai su que j'allais attaquer les Français, j'ai eu le cœur brisé car je me suis battu avec eux en 14-18. J'ai épousé une Française, mais je suis un officier de l'armée royale et je ne pouvais qu'obéir. Et donc on a eu un quatrième, on a pu jouer au bridge pendant quelques jours. Bien, bah, alors après, bon, c'est l'euphorie. Ah oui, le moral était très haut. On était même étonnés de la facilité avec laquelle les Italiens avaient avancé puis reculé. Et si mes souvenirs sont exacts, il n'y avait pas de perte française. Alors, journée faste, cette bataille. Moment de repos, si j'ose dire. Les Allemands nous ayant laissés, si bien que pendant 2 ou 3 jours, il y a eu un temps mort. On a pu évacuer les blessés, évacuer les prisonniers et être ravitaillés. Ça, c'est la popote, on fait la popote. C'était le même menu, c'est-à-dire cornet de bif, potatoes, ou alors légumes déshydratés, mais c'était toujours le même menu. Moi, je mangeais avec 2 ou 3 copains, chacun dans son coin, oui. Il n'y avait pas le mess, il n'y avait pas le réfectoire. On mangeait chacun sa petite boîte de corned beef, son sable, ses pommes de terre. Et puis, bon, il n'y avait pas de pinard. On s'est mis au thé. Quand je parle que nous, Français, on s'est mis au thé, c'est quelque chose de formidable. Voilà. En réalité, le désert était peuplé d'escargots. Et ça arrangeait bien les choses. Parce qu'on faisait cuire ces escargots, on les mélangeait à du riz ou à autre chose, et ça suppléait le manque de viande que nous pouvions avoir. Oui, non, là, c'est surtout l'eau qui a été un problème. Nous n'avions qu'1 litre d'eau par jour, quelquefois un peu plus. Mais c'est nettement insuffisant et ça me laissait toujours au fond de la gorge un goût salé et âcre. Et puis ça me faisait faire des rêves de bière fraîche dans les bistrots d'Alexandrie. Les Anglais nous disent tout se déroule selon les prévisions, sur le plan initial. Les Allemands vont être en pleine retraite, il faut leur couper la retraite à Rotonda-Signali. Ils avaient installé, pas tellement loin de chez nous, une 20aine de kilomètres de Bir Hakeim, un camp de réparation. Il y avait la décharge, il y avait des voitures, il y avait peut-être, enfin bref, un beau gâteau. Et je me souviens, le capitaine du Sérigné, nous étions partis sans nous douter ce que nous allions rencontrer, on reniflait. Nous sommes tombés sur ce camp. On a mis le feu partout.
Rommel a fini par dire, mais qu'est-ce que c'est cette histoire de Bir Hakeim, là? C'est cette poignée de Français qui va nous embêter, là? Bien sûr, Rommel était énervé. Et évidemment, il a mis tout le monde sur l'offensive de Bir Hakeim pour tout détruire. La position à Bir Hakeim a été encerclée, on s'en doutait, et vraiment, on n'a pas paniqué. Voilà, les Allemands sont là. Alors il y a eu les premières approches, les Allemands nous tâtaient un peu pour voir où était la résistance. C'est tout à fait logique et normal. Et en même temps, c'est très curieux, voulant pas perdre de temps, voilà que le général Rommel nous fait parvenir un très gentil message en disant, c'est pas la peine que vous insistiez, rendez-vous, tout se passera très bien. Rendez-vous, vous êtes fichus, on n'en parle plus maintenant. Et alors, Koenig les envoie balader, hein, leur dit non, fichez-moi la paix. Hein. Ils étaient 10 fois plus nombreux que nous, donc ils avaient 10 fois plus d'artillerie, 10 fois plus de tout. Ils avaient surtout les 88 qui étaient des trucs épouvantables. Des 88 qui étaient à la fois anti-chars et anti-aériens. On les entendait venir après qu'ils aient explosé, parce qu'ils allaient plus vite que le son. C'est-à-dire que l'obus va à plus de 1200 mètres à la seconde. Et ce bruit de départ, c'est un claquement comme une bouteille de champagne, mais une bouteille de champagne qu'on débouche, c'est musical, mais là, c'est pas du tout le cas. À partir d'un certain moment, ils ont commencé à nous envoyer des obus de 200 ou 210. Toutes les 2 minutes, on entendait le coup de départ, et puis un long sifflement et un éclatement. Il y a des Stukas qui plongent, ça devient très, très dur. Quand vous avez une centaine d'avions sur le dos, hein. On entend les bombes qui tombent, et puis ça dure, on se dit, mais quand est-ce que ça va terminer, quoi? Puis ça fait beaucoup de bruit aussi. Au mètre carré, c'était supérieur à Verdun en bombardement terrestre et supérieur à Stalingrad en bombardement aérien. Oh, celle-là, c'est un bombardement près de la position où on était. Notre position gênait terriblement et ils ont pensé d'ailleurs qu'avec les éléments aériens, ils pouvaient s'en sortir. C'est faux. Il fallait qu'une bombe tombe exactement dans le trou pour nous atteindre. On était terrés, on était dans la terre, on était planqués dans la terre. Alors dès que l'Europe... Il m'est tombé une bombe d'avion à, on a mesuré après, 1,25 m de moi. Je me rappelle très bien parce qu'on se mettait sur le dos pour regarder, mais j'ai vu la bombe, je suis celle-là, elle est pour moi. Il a raison, Nordman, oui. Parce qu'on voit bien les bombes tomber et on sait à peu près si elles vont vous tomber dessus. Et il paraît que, bon, que c'est complètement sonné, je le suis toujours d'ailleurs depuis. Et je me suis baladé, j'ai ramassé une boîte de, je crois que c'est confiture, marmelade, prévue pour je ne sais pas combien d'hommes et que j'ai tout mangé. Le soir, ils ont réussi à m'attraper, me foutre sur mon plumard. Moi, je ne me rappelle pas.